Je n'oublierai jamais le moment exact où j'ai ouvert cet email. Il était un peu plus de 3 heures du matin. L'appartement était plongé dans un silence épais, et l'écran de mon ordinateur a illuminé la pièce d'une lumière froide. L'objet du message ne disait presque rien, juste une suite de mots ordinaires. Mais dès la première ligne, mon estomac s'est noué. Ce message ne pouvait pas exister. L'adresse avait été supprimée depuis des années. Pourtant, chaque phrase portait une signature invisible que je reconnaissais entre mille. La façon de poser les mots, de les aligner comme des lames fines, de blesser sans jamais hausser le ton. En quelques secondes, j'ai senti la même humiliation me traverser que celle que j'avais déjà vécue, en public, sous les regards qui jugeaient sans écouter. Et avant même de finir la lecture, j'ai compris que ce message impossible allait réveiller une vérité que beaucoup pensaient morte. Je m'appelle Aïcha, j'ai 62 ans et je vis dans une petite ville de la région parisienne où tout le monde croit connaître l'histoire des autres. Pendant longtemps, j'ai été celle qu'on appelle quand il faut aider, écouter, prêter un peu d'argent ou garder les enfants. J'ai travaillé toute ma vie dans le nettoyage, tôt le matin, tard le soir, sans jamais me plaindre. Ma famille disait souvent que j'étais forte, mais cette force leur servait surtout d'excuse pour me demander toujours plus. Quand les choses ont commencé à se fissurer, personne n'a voulu le voir. La première humiliation est arrivée lors d'un repas de famille. Une remarque lancée à voix haute, un rire étouffé, puis un silence gêné. On a dit que j'exagérais, que je prenais tout trop à cœur. J'ai avalé ma honte et je me suis tue. Avec le temps, les attaques sont devenues plus subtiles et plus cruelles. On me coupait la parole, on remettait en question ma mémoire, on insinuait que je confondais les faits. Un jour, devant plusieurs personnes, on a dit que je n'étais plus très claire. J'ai senti mes joues brûler, mes mains trembler, mais personne ne m'a défendue. Même ceux que j'avais aidés toute ma vie ont baissé les yeux. Je suis rentrée chez moi ce soir-là avec une sensation de vide, comme si on m'avait retiré quelque chose d'essentiel. J'ai commencé à douter de moi, à relire mentalement chaque conversation, à me demander si je n'étais vraiment qu'une femme fatiguée qui inventait des problèmes. Puis il y a eu ce moment précis où j'ai demandé des explications. Je me souviens du ton calme que j'ai essayé de garder, de la table entre nous, des regards impatients. On m'a répondu par des sourires condescendants. On m'a dit de me reposer, d'arrêter de ressasser le passé. Quand j'ai insisté, ils ont ri. Pas un rire franc, mais un rire sec, presque gêné, qui m'a fait comprendre que je n'étais plus prise au sérieux. Cette nuit-là, j'ai pleuré en silence, assise sur mon lit, en me demandant comment j'avais pu devenir invisible aux yeux de ceux pour qui j'avais tout donné. Les semaines suivantes ont été les plus longues de ma vie. Je me suis repliée sur moi-même, évitant les appels, sortant le moins possible. Chaque bruit dans le couloir me faisait sursauter. Je me sentais coupable sans savoir exactement de quoi. C'est dans cet état que cet email est arrivé. Une apparition, une intrusion. Les mots parlaient d'un événement ancien, un détail précis, enfoui dans ma mémoire et que personne d'autre ne pouvait connaître. Une phrase faisait référence à un carnet, à une date exacte, à un lieu que je n'avais jamais mentionné devant témoins. Mon souffle s'est coupé. Ce n'était pas une coïncidence. Ce message venait de quelqu'un qui savait, de quelqu'un qui avait été là quand tout avait commencé. À mesure que je lisais, une étrange clarté s'installait en moi. La peur laissait place à une certitude froide. Si cette personne pouvait écrire cela, alors la vérité n'avait jamais disparu. Elle avait simplement attendu. J'ai réalisé que ce qu'on avait tenté de me faire croire, que j'étais confuse, fragile, peu fiable, faisait partie d'un jeu bien plus ancien. Mes mains ne tremblaient plus. J'ai relu le message une seconde fois, lentement, en notant chaque détail. Ce n'était pas une menace, c'était un rappel. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me suis pas sentie faible. Je me suis sentie éveillée. Je me suis levée, j'ai ouvert la fenêtre, et l'air froid de la nuit m'a frappé le visage. Les lumières de la rue brillaient faiblement, indifférentes à ce qui venait de se passer. Je savais que rien ne serait plus comme avant. Ce message impossible venait de rouvrir une porte que certains auraient préféré garder scellée. Et au fond de moi, une question s'imposait, lourde et inévitable. Si la vérité avait survécu jusqu'à cet instant, jusqu'où était-elle prête à aller pour se faire entendre? Mais ce que j'ai découvert le lendemain matin, personne ne s'y attendait. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec cette sensation étrange que quelque chose m'observait déjà depuis longtemps.
Le message de la nuit précédente n'avait pas disparu de mon esprit. Il s'y était installé comme une présence silencieuse. En préparant mon café, j'ai relu l'email encore une fois, en plein jour, espérant y trouver une explication rationnelle. Mais plus je le relisais, plus une évidence s'imposait. Chaque mot avait été choisi avec précision, comme si l'auteur savait exactement comment réveiller mes souvenirs sans jamais les nommer directement. Cette façon d'écrire, je la connaissais trop bien. Elle appartenait à quelqu'un qui avait passé des années à me faire douter de moi, à manipuler les autres pour apparaître irréprochable, tout en me laissant porter le poids du soupçon. Je me suis assise à la table de la cuisine et pour la première fois depuis des mois, j'ai commencé à reconstituer les faits dans l'ordre. Pas ce qu'on avait raconté de moi, pas ce que la famille avait fini par croire, mais ce que j'avais réellement vécu. Les premières tensions, les paroles rapportées de travers, les regards échangés quand je quittais une pièce. Je me souvenais maintenant de détails que j'avais volontairement effacés pour survivre. Une discussion surprise derrière une porte entr'ouverte, un message effacé trop vite, un silence trop long après une question simple. À l'époque, j'avais préféré penser que je me faisais des idées. Aujourd'hui, tout prenait un sens différent. Dans l'après-midi, j'ai reçu un appel de ma sœur, Nadège. Sa voix était polie, presque douce, mais je sentais cette distance artificielle qui s'était installée entre nous. Elle voulait savoir si tout allait bien. Cette phrase, je l'avais entendue des dizaines de fois, toujours quand quelque chose se préparait sans moi. J'ai répondu calmement, sans rien mentionner de l'email. Pourtant, quand elle a raccroché, un malaise s'est glissé en moi, comme si cet appel n'était pas un hasard. Comme si quelqu'un savait déjà que j'avais reçu ce message. Les jours suivants, de petits signes se sont accumulés. Des regards appuyés lors d'une rencontre imprévue dans la rue. Une voisine qui me posait des questions étranges, trop précises pour être innocente. J'ai compris que mon isolement n'avait jamais été aussi total qu'on me l'avait fait croire. Il y avait eu des discussions, des versions racontées sans moi, des décisions prises dans mon dos. Et ce qui me faisait le plus mal, ce n'était pas la trahison en elle-même, mais le calme avec lequel elle avait été organisée. On m'avait doucement effacé, comme on efface une erreur sur une feuille. Un soir, j'ai retrouvé un vieux carnet rangé au fond d'un tiroir, celui-là même auquel l'email faisait allusion. En le feuilletant, mes mains se sont mises à trembler. Les dates, les noms, les événements, tout était là. J'avais noté ces choses presque machinalement, sans imaginer qu'un jour elles deviendraient une preuve. À chaque page tournée, je ressentais à la fois de la douleur et un soulagement inattendu. La douleur de revivre ces moments et le soulagement de voir que ma mémoire ne m'avait jamais trahi. C'est à ce moment précis que j'ai compris pourquoi on avait tant insisté pour me faire passer pour confuse. Si quelqu'un avait pris le temps de m'écouter, tout aurait pu s'écrouler bien plus tôt. J'ai repensé aux rires étouffés, aux phrases dites à moitié, aux regards compatissants qui masquèrent le mépris. Tout cela n'était pas accidentel. C'était une stratégie. Et cette prise de conscience m'a traversé comme un choc silencieux. Je n'étais pas faible. J'avais été ciblée. 2 jours plus tard, un second email est arrivé. Plus court que le premier. Toujours sans expéditeur identifiable. Une seule phrase, sèche, presque administrative, qui me conseillait de laisser le passé là où il est. Je me suis mise à sourire malgré moi. Cette phrase, je l'avais déjà entendue, prononcée avec le même ton faussement raisonnable. Elle confirmait ce que je pressentais. Quelqu'un avait peur, pas de moi, mais de ce que je savais. Je n'ai répondu à aucun message. J'ai préféré observer, écouter, noter. Chaque jour, je sentais la tension monter autour de moi, même quand personne ne disait rien. Des silences trop appuyés, des conversations interrompues dès que j'arrivais. La vérité, longtemps étouffée, commençait à peser dans l'air. Et moi, je n'avais plus l'intention de la porter seule. Le soir où j'ai pris ma décision, je me suis regardée dans le miroir plus longtemps que d'habitude. Mon visage portait les traces de la fatigue, mais aussi quelque chose de nouveau. Une détermination calme, presque étrangère. J'ai compris que la suite ne serait ni bruyante ni spectaculaire. Elle serait méthodique, froide et irréversible. Car ce que j'allais révéler dans les jours suivants allait changer définitivement la place de chacun. Et personne n'était prêt à en assumer les conséquences. Les jours qui ont suivi ont pris une lenteur presque inquiétante, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Je continuais ma routine, sortais faire mes courses, saluais les voisins, répondais poliment quand on m'adressait la parole. De l'extérieur, rien n'avait changé, mais à l'intérieur,
tout était en train de se réorganiser. Chaque geste, chaque mot entendu autour de moi semblait désormais chargé d'un sens nouveau. Je notais mentalement les incohérences, les phrases trop bien préparées, les regards qui fuyaient dès que je posais une question simple. C'était comme si un voile s'était levé, révélant une mécanique froide que je n'avais jamais voulu voir auparavant. Un après-midi, j'ai croisé Laurent par hasard, devant la boulangerie. Il a hésité une seconde avant de me saluer, puis a souri d'un air tendu. Sa voix était aimable, mais ses mains trahissaient son malaise. Il m'a parlé du temps, de banalité, puis a glissé une remarque étrange, presque anodine, sur les histoires du passé qui reviennent toujours au mauvais moment. Je l'ai regardé sans répondre. Son silence après cette phrase a été plus éloquent que n'importe quel aveu. Je suis rentrée chez moi avec la certitude que le cercle était plus large que je ne l'imaginais. Le soir même, j'ai relu une fois encore mon carnet. Certaines notes semblaient insignifiantes à l'époque, mais aujourd'hui, elles formaient une chronologie implacable. Des dates correspondaient à des événements précis, des absences soudaines, des décisions prises sans moi. Je me souvenais maintenant de discussions où l'on m'avait demandé d'attendre dans une autre pièce, de signatures qu'on m'avait présentées comme des formalités. À chaque souvenir retrouvé, une colère sourde montait en moi, mais elle était maîtrisée, presque glaciale. Je ne voulais plus crier, ni convaincre, je voulais comprendre jusqu'au bout. Puis, il y a eu cette réunion familiale annoncée à la dernière minute. Un simple message collectif, formulé comme une évidence, comme si ma présence allait de soi. En lisant l'invitation, j'ai compris que quelque chose se préparait. Ce genre de rassemblement n'arrivait jamais par hasard. J'ai hésité quelques secondes, puis j'ai accepté. Non pas par peur d'être exclu, mais parce que je savais que certaines vérités ne se révèlent qu'en face à face. Cette nuit-là, j'ai dormi peu, mais profondément, avec cette sensation étrange d'être enfin en accord avec moi-même. Le jour venu, la pièce était remplie d'une tension invisible. Les sourires étaient trop appuyés, les conversations trop contrôlées. On parlait de choses pratiques, de décisions à venir, sans jamais me regarder directement quand les sujets me concernaient. À un moment, quelqu'un a évoqué mon état, avec des mots prudents, presque compatissants. J'ai senti tous les regards se poser sur moi, attendant une réaction. Je n'ai rien dit, j'ai simplement écouté. Et dans ce silence, j'ai vu la gêne s'installer, lourde, oppressante. Mon calme semblait les déstabiliser plus que n'importe quelle protestation. En rentrant chez moi, un troisième email m'attendait. Cette fois, le ton avait changé, plus pressant, moins sûr de lui. On me demandait si je comptais aller plus loin. Cette formulation m'a fait sourire tristement. Aller plus loin, comme si la vérité avait une limite acceptable, un point où il fallait s'arrêter pour préserver certaines apparences. J'ai refermé l'ordinateur sans répondre. J'avais compris l'essentiel. Ils savaient que je savais. Et cette simple réalité suffisait déjà à fissurer leur assurance. Ce soir-là, j'ai pris une décision définitive. J'ai rassemblé les documents, les notes, les preuves indirectes que j'avais accumulées sans le savoir pendant des années. Rien de spectaculaire, rien de théâtral, juste des faits, des dates, des mots exacts. Je savais que ce que je détenais ne provoquerait pas de scandale immédiat, mais quelque chose de bien plus redoutable. Une remise en question silencieuse, irréversible. La vérité n'allait pas éclater comme une bombe. Elle allait s'installer lentement, s'imposer, et ne plus jamais partir. En me couchant, j'ai pensé à la femme que j'étais devenue aux yeux des autres. Fragile, confuse, dépassée, cette image ne me faisait plus mal. Elle m'indifférait, car je savais désormais qui j'étais vraiment. Et je savais surtout que le moment approchait où chacun devrait faire face à ses propres mensonges. Ce qui s'est produit lors de la confrontation suivante a fait tomber les masques plus vite que je ne l'aurais cru. La confrontation a eu lieu un matin gris, sans annonce solennelle, sans décor dramatique. C'était presque banal, et c'est justement ce qui l'a rendu implacable. Nous étions réunis autour d'une table trop petite pour contenir tout ce qui allait être dit. Les chaises ont grincé quand chacun s'est assis, et ce son sec a résonné en moi comme un signal. Je me suis surprise à respirer calmement. Je n'avais plus peur. Devant moi, les visages affichaient une assurance étudiée, mais les regards trahissaient une attente nerveuse. Ils pensaient contrôler le cadre. Ils ignoraient que le cadre avait déjà changé. La discussion a commencé par des phrases prudentes, presque administratives. On parlait d'organisation, de décisions à venir,
de ce qui serait le mieux pour tout le monde. Puis, très naturellement, la conversation a glissé vers moi. Mon état, ma capacité à comprendre, ma fiabilité. Les mots étaient choisis avec soin, comme pour ne pas blesser ouvertement, mais leur sens était limpide. J'ai laissé faire. J'ai laissé les phrases s'accumuler, les regards s'échanger au-dessus de ma tête. Plus ils parlaient, plus ils s'enfermaient dans leur propre version des faits. Quand j'ai enfin pris la parole, le silence est tombé d'un coup. Pas un silence lourd, mais un silence surpris. J'ai commencé doucement, sans accusation, en rappelant des dates, des faits simples, impossibles à contester. J'ai vu des sourcils se froncer, des mains se crisper. Puis j'ai sorti le carnet. Je l'ai posé sur la table, lentement. Le bruit du papier contre le bois a semblé beaucoup trop fort. J'ai lu quelques lignes, rien de spectaculaire, juste assez pour établir une chronologie précise. À cet instant, j'ai senti la pièce basculer. Ce n'était plus moi qui devais me justifier. Quelqu'un a tenté de rire, de minimiser. Une voix a dit que ces notes ne prouvaient rien. J'ai alors évoqué l'email. Le premier, puis le second, puis le troisième. J'ai décrit la façon d'écrire, les détails impossibles à inventer. Je n'ai accusé personne directement. Je n'en avais pas besoin. Les regards se sont détournés, les respirations sont devenues plus rapides. Une vérité simple s'imposait. Quelqu'un avait menti, et ce mensonge avait été entretenu par le silence des autres. À mesure que je parlais, je sentais en moi une libération étrange, presque physique. Comme si un poids quittait mes épaules, mot après mot. Je ne tremblais pas. Ma voix ne s'est pas brisée. C'était une voix ferme, posée, que je ne me connaissais pas. En face de moi, l'assurance fondait. Les phrases devenaient confuses, les explications se contredisaient. Pour la première fois, on me regardait vraiment, pas comme une femme fragile, mais comme quelqu'un qu'on ne pouvait plus ignorer. Puis est venu ce moment précis, celui que je n'avais pas prévu, mais que j'attendais sans le savoir. Un aveu partiel, une phrase lâchée trop vite, aussitôt regrettée. Elle a suffi, comme une fissure dans un mur trop longtemps maintenu debout. À partir de là, tout s'est accéléré. Les versions ont changé, les responsabilités se sont déplacées. Chacun cherchait à sauver sa place, son image. Et moi, je me contentais d'écouter. La justice n'était pas bruyante. Elle était froide, méthodique et terriblement efficace. Quand le silence est revenu, il n'était plus le même. Il n'écrasait plus. Il révélait. J'ai refermé le carnet et je me suis levée. Personne n'a essayé de m'arrêter. J'ai compris alors que ce que j'avais perdu pendant des années, le respect, la crédibilité, la dignité, venait de m'être rendu sans que j'aie à le réclamer. Les regards baissés, les voix absentes, tout cela parlait pour moi. En sortant, l'air frais m'a frappé le visage. J'ai ressenti une paix inattendue, presque déroutante. Rien n'était encore officiellement réglé, aucune décision finale n'avait été annoncée. Pourtant, l'essentiel était fait. La vérité avait trouvé sa place et plus personne ne pourrait l'en déloger. Ce que j'ai découvert dans les jours qui ont suivi, quand les conséquences ont commencé à tomber, a été encore plus révélateur que cette confrontation elle-même. Les jours qui ont suivi la confrontation ont été étonnamment calmes. Aucun éclat de voix, aucun scandale public, aucune scène spectaculaire. Pourtant, tout avait changé. Les appels se faisaient plus rares, les messages plus courts, et surtout, les silences n'étaient plus dirigés contre moi. Ils s'installaient autour de ceux qui, pendant des années, avaient parlé à ma place. J'observais cette inversion avec une distance nouvelle. Je n'avais plus besoin de comprendre leurs excuses ni d'analyser leurs contradictions. La vérité avait fait son travail, lentement mais sûrement, comme une eau froide qui s'infiltre partout. Un matin, j'ai reçu un dernier email. Pas de menace cette fois, pas de détour. Quelques lignes seulement, maladroites, presque hésitantes. On y reconnaissait des erreurs, sans jamais les nommer clairement. On y parlait de malentendus, de peurs, de décisions prises pour protéger. J'ai lu ce message sans émotion particulière. Ce besoin soudain de justification arrivait trop tard. Il ne s'agissait plus de réparer quoi que ce soit, mais de vivre avec ce qui avait été révélé. J'ai fermé l'ordinateur et je n'ai pas répondu. Le silence, pour une fois, m'appartenait. Dans la famille, les attitudes ont commencé à changer. Certains évitaient de me croiser, d'autres tentaient une gentillesse tardive, un sourire prudent, comme s'ils marchaient sur un sol devenu instable. On ne me demandait plus si j'allais bien. On me demandait mon avis. Cette nuance, infime en apparence, disait tout.
Je n'étais plus un problème à gérer, mais une présence à respecter. Et ce respect n'était pas né de la pitié, mais de la peur tranquille que la vérité inspire quand elle n'a plus besoin d'être défendue. Je me suis surprise à retrouver des gestes simples que j'avais abandonnés sans m'en rendre compte. Marcher sans baisser les yeux, parler sans préparer mes phrases à l'avance, rire parfois, sans culpabilité. La honte que j'avais portée si longtemps ne m'appartenait plus. Elle avait changé de camp. Et ce transfert silencieux était sans doute la forme de justice la plus pure que j'ai jamais connue. Personne n'avait été publiquement détruit, mais chacun avait été placé face à lui-même. Avec le recul, je comprends que ce n'est pas l'email en lui-même qui a tout déclenché. C'était ce qu'il représentait. La preuve que la vérité, même enterrée, conserve une mémoire, qu'elle attend parfois des années avant de refaire surface, mais qu'elle revient toujours sous une forme ou une autre. On peut faire taire une personne, discréditer sa parole, isoler sa voix. On ne peut pas effacer ce qui a réellement eu lieu. Cette certitude m'accompagne désormais, comme une force tranquille. Aujourd'hui, je vis plus simplement. Je n'ai pas cherché de revanche, ni d'excuses publiques. Je n'en avais plus besoin. J'ai appris que la dignité ne se réclame pas, elle se retrouve. Et souvent, elle revient quand on cesse de se battre pour convaincre. Je ne suis plus définie par ce que l'on disait de moi, mais par ce que je sais être vrai. Cette liberté-là n'a pas de prix. Si je raconte cette histoire, ce n'est pas pour rouvrir des blessures, mais pour rappeler une chose essentielle. Même quand tout le monde doute de vous, même quand votre voix semble perdue dans le bruit des autres, la vérité peut survivre. Elle se cache parfois dans un carnet oublié, dans un souvenir précis, ou dans un email qui ne devrait pas exister. Et quand elle revient, elle n'a pas besoin de crier. Elle se contente d'être là. Si vous aussi, vous avez tenu bon en silence en attendant que la vérité refasse surface, écrivez « Vérité debout ».